Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons reprendre la lecture de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Je rappelle que Robinson Crusoe aurait été inspiré par l'histoire du marin écossais Alexander Selkirk qui survécut 4 ans donc sur une île déserte. Nous allons reprendre la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas. C'est au logis, tandis qu'il pleuvait et que je ne pouvais mettre le pied dehors, que je m'occupais de la matière qui va suivre. Observant toutefois que pendant que j'étais à l'ouvrage, je m'amusais à causer avec mon perroquet et à lui enseigner à parler. Je lui appris promptement à connaître son nom et à dire assez distinctement « Paul », qui fut le premier mot que j'entendis prononcer dans l'île par une autre bouche que la mienne. Ce n'était point là mon travail, mais cela m'aidait beaucoup à le supporter. Alors, comme je l'ai dit, j'avais une grande affaire sur les bras. J'avais songé depuis longtemps à n'importe quel moyen de me façonner quelques vases de terre dont j'avais un besoin extrême. Mais je ne savais pas comment y parvenir. Néanmoins, considérant la chaleur du climat, je ne doutais pas que, si je pouvais découvrir de l'argile, je n'arrivasse à fabriquer un pot qui, séché au soleil, serait assez dur et assez fort pour être manié et contenir des choses sèches, qui demandent à être gardées ainsi. Et comme il me fallait des vaisseaux pour la préparation du blé et de la farine que j'allais avoir, je résolus d'en faire quelques-uns aussi grands que je pourrais, et propres à contenir, comme des jarres, tout ce qu'on pouvait y renfermer. Je ferai pitié au lecteur, ou plutôt je le ferai rire, si je disais de combien de façon maladroite je m'y pris pour modeler cette glaise, combien je fis de vases difformes, bizarres et ridicules, combien il s'en affaissa, combien il s'en renversa, l'argile n'étant pas assez ferme pour supporter son propre poids. Combien, pour les avoir exposés trop tôt, se fêlèrent à l'ardeur du soleil, combien tombèrent en pièces seulement en les bougeant, soit avant comme soit après qu'ils furent secs. En un mot, comment, après que j'eus travaillé si rudement pour trouver de la glaise pour l'extraire, l'accommoder, la transporter chez moi et la modeler, je ne pus fabriquer en 2 mois environ que 2 grandes machines de terre grotesques, que je n'ose appeler jarres. Toutefois, le soleil les ayant bien cuites et bien durcies, je les soulevai très doucement et je les plaçai dans 2 grands paniers d'osier que j'avais fait exprès pour qu'elles ne puissent être brisées. Et comme entre le pot et le panier il y avait du vide, je le remplis avec de la paille, de riz et d'orge. Je comptais, si ces jarres restaient toujours sèches, y serrer mes grains et peut-être même ma farine, quand ils seraient égrugés. Bien que pour mes grands vases je me fusse mécompté grossièrement, je fis néanmoins beaucoup de plus petites choses avec assez de succès, telles que des pots ronds, des assiettes plates, des cruches et des jattes, que ma main modelait et que la chaleur du soleil cuisait et durcissait étonnamment. Mais tout cela ne répondait point encore à mes fins, qui étaient d'avoir un pot pour contenir un liquide et aller au feu, ce qu'aucun de ceux que j'avais n'aurait pu faire. Au bout de quelque temps, il arriva que, ayant fait un assez grand feu pour rôtir de la viande, au moment où je la retirai, étant cuite, je trouvai dans le foyer un tesson d'un de mes pots de terre, cuit dur, comme une pierre et rouge, comme une tuile. Je fus agréablement surpris de voir cela, et je me dis qu'assurément ma poterie pourrait se faire cuire en son entier, puisqu'elle cuisait bien en morceaux. Cette découverte fit que je m'appliquai à rechercher comment je pourrais disposer de mon feu pour y cuire quelques pots. Je n'avais aucune idée du four dont les potiers se servent, ni de leur vernis, et j'avais pourtant du plomb pour en faire. Je plaçai donc 3 grandes cruches et 2 ou 3 autres pots, en pile les uns sur les autres, sur un gros tas de cendres chaudes, et j'allumai un feu de bois tout alentour. J'entretins le feu sur tous les côtés et sur le sommet, jusqu'à ce que j'eusse vu mes pots rouges de part en part et remarqué qu'ils n'étaient point fondus. Je les maintiens à ce degré pendant 5 ou 6 heures environ, au bout desquelles j'en aperçus un qui, sans être fêlé, commençait à fondre et à couler.
Le sable, mêlé à la glaise, se liquéfiait par la violence de la chaleur et se serait vitrifié si j'eusse poursuivi. Je diminuai donc mon brasier graduellement jusqu'à ce que mes peaux perdissent leur couleur rouge. Ayant veillé toute la nuit pour que le feu ne s'abattît point trop promptement au point du jour, je me vis possesseur de 3 excellentes, je n'ose pas dire cruches, et 2 autres pots aussi bien cuits que je pouvais le désirer. Un d'entre eux avait été parfaitement verni par la fonte du sable. Après cette épreuve, il n'est pas nécessaire de dire que je ne manquais plus d'aucun vase pour mon usage, mais je dois avouer que leur forme était fort insignifiante, comme on peut le supposer. Je les modelais absolument comme les enfants qui font des boulettes de terre grasse, ou comme une femme qui voudrait faire des pâtés, sans avoir jamais appris à pâtisser. Jamais joie pour une chose si minime n'égala celle que je ressentis en voyant que j'avais fait un pot qui pourrait supporter le feu. Et à peine eus-je la patience d'attendre qu'il soit tout à fait refroidi pour le remettre sur le feu avec un peu d'eau dedans pour bouillir de la viande, ce qui me réussit admirablement bien, je fis un excellent bouillon avec un morceau de chevreau. Cependant, je manquais de gruau et de plusieurs autres ingrédients nécessaires pour le rendre aussi bon que j'aurais pu l'avoir. J'eus un nouvel embarras pour me procurer un mortier de pierre, où je pusse piler ou écraser mon grain. Quant à un moulin, il n'y avait pas lieu de penser qu'avec le seul secours de mes mains, je parvinsse jamais à ce degré d'industrie. Pour suppléer à ce besoin, j'étais vraiment très embarrassée, car de tous les métiers du monde, le métier de tailleur de pierre était celui pour lequel j'avais le moins de disposition. D'ailleurs, je n'avais point d'outils pour l'entreprendre. Je passais plusieurs jours à chercher une grande pierre assez épaisse pour la creuser et faire un mortier. Mais je n'en trouvais pas, si ce n'est dans de solides rochers, et que je ne pouvais ni tailler ni extraire. De fait, il n'y avait point de roche dans l'île d'une suffisante dureté. Elle était toute d'une nature sablonneuse et friable, qui n'aurait pu résister au coup d'un pilon pesant. Et le blé n'aurait pu s'y broyer sans qu'il s'y mêlât du sable. Après avoir perdu ainsi beaucoup de temps à la recherche d'une pierre, je renonçai. Et je me déterminai à chercher un grand billot de bois dur, que je trouvai beaucoup plus aisément. J'en choisis un si gros qu'à peine pouvais-je le remuer. Je l'arrondis et je le façonnai à l'extérieur avec ma hache et mon herminette. Ensuite, avec une peine infinie, j'y pratiquai un trou, au moyen du feu, comme le font les sauvages du Brésil pour creuser leurs pirogues. Je fis enfin une hie, ou grand pilon, avec de ce bois appelé bois de fer. Et je me mis de côté ces instruments en attendant ma prochaine récolte, après laquelle je me proposais de moudre mon grain, ou plutôt de l'égruger, pour faire du pain. Ma difficulté suivante fut celle de faire un sas, ou blutoir, pour passer ma farine et la séparer du son et de la balle, sans quoi je ne voyais pas possibilité que je pusse avoir du pain. Cette difficulté était si grande que je ne voulais pas même y songer, assuré que j'étais de n'avoir rien de ce qu'il faut pour faire un tamis. J'entends ni canevas, fin et clair, ni étoffe à bluter la farine à travers. J'en restai là pendant plusieurs mois. Je ne savais vraiment que faire. Le linge qui me restait était en haillons. J'avais bien du poil de chèvre, mais je ne savais ni filer ni tisser. Et quand même je l'eusse su, il manquait les instruments nécessaires. Je ne trouvais aucun remède à cela, seulement je me ressouvins qu'il y avait parmi les hardes de matelot que j'avais emportées du navire quelques cravates de calicot ou de mousseline. J'en pris plusieurs morceaux et je fis 3 petits sacs assez propres à leur usage. Je fus ainsi pourvu pour quelques années. On verra en son lieu ce que j'y substituai plus tard. J'avais ensuite à songer à la boulangerie et comment je pourrais faire le pain quand je viendrais à avoir du blé. Car d'abord, je n'avais point de levain. Comme rien ne pouvait suppléer à cette absence, je ne m'en embarrassais pas beaucoup.
Quant au four, j'étais vraiment en grande peine. À la fin, je trouvai l'expédient que voici. Je fis quelques vases de terre très larges et peu profonds, c'est-à-dire qui avaient environ 2 pieds de diamètre et 9 pouces seulement de profondeur. Je les cuisis dans le feu, comme j'avais fait des autres, et je les mis ensuite à part. Quand j'avais besoin de cuire, j'allumai d'abord un grand feu sur mon âtre, qui était pavé de briques carrées de ma propre fabrique. Je n'affirmerai pas toutefois qu'elles fussent parfaitement carrées. Quand le feu de bois était à peu près tombé en cendres et en charbon ardent, je les éparpillai sur l'âtre, de façon à le couvrir entièrement, et je les y laissai jusqu'à ce qu'il fût très chaud. Alors j'en balayai toutes les cendres, je posai ma miche ou mes miches que je couvrais d'une jatte de terre, autour de laquelle je relevai les cendres pour conserver et augmenter la chaleur de cette manière, aussi bien dans le meilleur four du monde. Je cuisais mes pains d'orge et devins en très peu de temps un vrai pâtissier. Car je fis des gâteaux de riz. Excusez-moi. Je fis des gâteaux de riz et non de rein. Je fis des gâteaux de riz et des puddings. Toutefois, je n'allai point jusqu'au pâté. Je n'aurais rien eu à y mettre, supposant que j'en eusse fait, si ce n'est de la chair d'oiseau et de la viande de chèvre. On ne s'étonnera point de ce que toutes ces choses me prirent une grande partie de la 3e année de mon séjour dans l'île. Si l'on considère que, dans l'intervalle de toutes ces choses, j'eus à faire mon labourage et une nouvelle moisson. En effet, je récoltais mon blé dans sa saison. Je le transportais au logis du mieux que je pouvais, et je le conservais en épi dans une grande manne jusqu'à ce que j'eusse le temps de l'égrener, puisque je n'avais ni air ni fléau pour le battre. L'accroissement de mes récoltes me nécessita réellement alors à agrandir ma grange. Je manquais d'emplacement pour les serrer, car mes semailles m'avaient rapporté au moins 20 boisseaux d'orge et tout au moins autant de riz. Si bien que dès lors je résolus de commencer à en user à discrétion. Mon biscuit, depuis longtemps, était achevé. Je résolus aussi de m'assurer de la quantité qu'il me fallait pour toute mon année, et si je ne pourrais pas ne faire qu'une seule semaille. Somme toute, je reconnus que 40 boisseaux d'orge et de riz étaient plus que je n'en pouvais consommer dans un an. Je me déterminai donc à semer chaque année juste la même quantité que la dernière fois, dans l'espérance qu'elle pourrait largement me pourvoir de pain, etc. Tandis que toutes ces choses se faisaient, mes pensées, comme on peut le croire, se reportèrent plusieurs fois sur la découverte de la terre que j'avais aperçue de l'autre côté de l'île. Je n'étais pas sans quelque désir secret d'aller sur ce rivage, imaginant que je voyais la terre ferme et une contrée habitée d'où je pourrais d'une façon ou d'une autre me transporter plus loin et peut-être trouver enfin quelques moyens de salut. Mais dans tout ce raisonnement, je ne tenais aucun compte des dangers d'une telle entreprise, ni du cas où je viendrais à tomber entre les mains des sauvages qui pouvaient être, comme j'aurais eu raison de le penser, plus féroces que les lions et les tigres de l'Afrique. Une fois en leur pouvoir, il y avait 1000 chances à courir contre une qu'ils me tueraient et, sans doute, me mangeraient. J'avais ouï dire que les peuples de la côte des Caraïbes étaient cannibales ou mangeurs d'hommes. Et je jugeais par la latitude que je ne devais pas être fort éloigné de cette côte. Supposant que ces nations ne fussent point cannibales, elles n'auraient pu néanmoins me tuer comme cela était advenu à d'autres Européens qui avaient été pris, quoiqu'ils fussent au nombre de 10 et même de 20. Et elles l'auraient pu, d'autant plus facilement que j'étais seule et ne pouvais opposer que peu ou point de résistance. Toutes ces choses, dis-je, que j'aurais dû mûrement considérer et qui plus tard se présentèrent à mon esprit, ne me donnèrent premièrement aucune appréhension. Ma tête ne roulait que la pensée d'aborder à ce rivage. C'est ici que je regrettais mon garçon Xuri et mon long bateau avec sa voile en épaule de mouton sur lequel j'avais navigué plus de 900 milles le long de la côte d'Afrique. Mais c'était un regret superflu. Je m'avisai alors d'aller visiter la chaloupe de notre navire, qui, comme je l'ai dit, avait été lancée au loin sur la rive durant la tempête lors de notre naufrage. Elle se trouvait encore
à peu de choses près, dans la même situation, renversée par la force des vagues et des vents. Elle était presque sans dessus-dessous, sur l'éminence d'une longue dune de gros sable, mais elle n'était point entourée d'eau comme auparavant. Si j'avais eu quelque aide pour le radouber et le lancer à la mer, ce bateau m'aurait suffi et j'aurais pu retourner au Brésil assez aisément, mais j'eusse dû prévoir qu'il ne me serait pas plus possible de le retourner et de le remettre sur son fond que de remuer l'île. J'allai néanmoins dans les bois et je coupais des leviers et des rouleaux que j'apportais près de la chaloupe. Déterminée à essayer ce que je pourrais faire et persuadée que si je parvenais à la redresser, il me serait facile de réparer le dommage qu'elle avait reçu et d'en faire une excellente embarcation dans laquelle je pourrais sans crainte aller à la mer. En vérité, je n'épargnai point les peines dans cette infructueuse besogne et j'ai employé, je pense, 3 ou 4 semaines environ. Enfin, reconnaissant qu'il était possible à mes faibles forces de la soulever, je me mis à creuser le sable en dessous pour la dégager et la faire tomber, et je plaçai des pièces de bois pour la retenir et la guider convenablement dans sa chute. Mais quand j'eus fait cette fouille, je fus encore hors d'état de l'ébranler et de pénétrer en dessous, bien loin de pouvoir la pousser jusqu'à l'eau. Je fus donc forcée de l'abandonner. Et cependant, bien que je désespérasse de cette chaloupe, mon désir de m'aventurer sur mer pour gagner le continent augmentait plutôt qu'il ne décroissait, au fur et à mesure que la chose réapparaissait, plus impraticable. Cela m'amena enfin à penser qu'il ne serait pas possible de me construire seule et sans outil avec le tronc d'un grand arbre, une pirogue toute semblable à celle que font les naturels de ces climats. Je reconnus que c'était non seulement faisable, mais aisé. Ce projet me souriait infiniment, avec l'idée surtout que j'avais en main plus de ressources pour l'exécuter qu'aucun nègre ou indien. Mais je ne considérais nullement les inconvénients particuliers qui me plaçaient au-dessous d'eux. Par exemple, le manque d'aide pour mettre ma pirogue à la mer quand elle serait achevée. Obstacle beaucoup plus difficile à surmonter pour moi que toutes les conséquences du manque d'outils ne pouvaient l'être pour les Indiens. Et effectivement, que devait me servir d'avoir choisi un gros arbre dans les bois, d'avoir pu, à grand-peine, le jeter bas, si après l'avoir façonné avec mes outils, si après lui avoir donné la forme extérieure d'un canot, l'avoir brûlé ou taillé en dedans pour le creuser, pour en faire une embarcation, si après tout cela, dis-je, il me fallait l'abandonner dans l'endroit même où je l'aurais trouvé, incapable de le mettre à la mer. Il est croyable que si j'eusse fait la moindre réflexion sur ma situation tandis que je construisais ma pirogue, j'aurais immédiatement songé au moyen de la lancer à l'eau. Mais j'étais si préoccupée de mon voyage que je ne considérais pas une seule fois comment je la transporterais. Et vraiment, elle était de nature à ce qu'il fût pour moi plus facile de lui faire franchir en mer 45 milles que du lieu où elle était 45 brasses pour la mettre à flot. J'eus entrepris ce bateau plus follement que ne fit jamais homme ayant ses sens éveillés. Je me complaisais dans ce dessein, sans déterminer si j'étais capable de le conduire à bonne fin. Non pas que la difficulté de le lancer ne me vint souvent en tête, mais je tranchai court à tout examen par cette réponse insensée que je m'adressais. Allons, faisons-le d'abord. À coup sûr, je trouverai moyen, d'une façon ou d'une autre, de le mettre à flot quand il sera fait. C'était bien la plus absurde méthode. Mais mon idée opiniâtre prévalait. Je me mis à l'œuvre et j'abattis un cèdre. Je doute beaucoup que Salomon en ait eu jamais un pareil pour la construction du temple de Jérusalem. Il avait 5 pieds 10 pouces de diamètre près de la souche et 4 pieds 11 pouces à la distance de 22 pieds, après quoi il diminuait un peu et se partageait en branches. Ce ne fut pas sans un travail infini que je jetai par terre cet arbre, car je fus 20 jours à le hacher, le tailler au pied, et avec une peine indicible, 14 jours à séparer à coups de hache sa tête vaste et touffue. Je passai 1 mois à la façonner, à le mettre en proportion et à lui faire une espèce de carène semblable à celle d'un bateau, afin qu'il pût flotter droit sur sa quille convenablement. Il me fallut ensuite
près de 3 mois pour éviter l'intérieur et le travailler de façon à en faire une parfaite embarcation. En vérité, je vins à bout de cette opération sans employer le feu, seulement avec un maillet et un ciseau et l'ardeur d'un rude travail qui ne me quitta pas, jusqu'à ce que j'en eusse fait une belle pirogue assez grande pour recevoir 26 hommes. Et par conséquent, bien assez grande pour me transporter moi et toute ma cargaison. Quand j'eus achevé cet ouvrage, j'en ressentis une joie extrême. De fait, c'était la plus grande pirogue d'une seule pièce que j'eusse vue de ma vie. Mais vous le savez que de rudes coups ne m'avaient-elles pas coûté. Il ne me restait plus qu'à la lancer à la mer, et si j'y fusse parvenue, je ne fais pas de doute que je n'eusse commencé le voyage le plus insensé et le plus aventureux qui fût jamais entrepris. Mais tous mes expédients pour l'amener jusqu'à l'eau avortèrent, bien qu'ils m'eussent aussi coûté un travail infini, et qu'elle me fût éloignée de la mer que de 100 verges, tout au plus. Comme premier inconvénient, elle était sur une éminence, à pic du côté de la baie. Nonobstant, pour aplanir cet obstacle, je résolus de creuser la surface du terrain en pente douce. Je me mis donc à l'œuvre. Que de sueur cela me coûta. Mais compte-t-on ces peines quand on a sa liberté en vue? Cette besogne achevée, cette difficulté vaincue, une plus grande existait encore, car il ne m'était pas plus possible de remuer cette pirogue qu'il ne me l'avait été de remuer la chaloupe. Alors je mesurai la longueur du terrain et je m'y déterminai à ouvrir une darse ou canal pour amener la mer jusqu'à la pirogue, puisque je ne pouvais pas amener la pirogue jusqu'à la mer. Soit. Je me mis donc à la besogne, et quand j'eus commencé et calculé la profondeur et la longueur qu'il fallait que je lui donnasse, et de quelle manière j'enlèverais les déblais, je reconnus que, n'ayant de ressources qu'en mes bras et en moi-même, il me faudrait 10 ou 12 années pour en venir à bout. Car le rivage était si élevé que l'extrémité supérieure de mon bassin aurait dû être profonde de 22 pieds tout au moins. Enfin, quoiqu'à regret, j'abandonnai donc aussi ce dessein. J'en fus vraiment navrée, et je compris alors, mais trop tard, quelle folie c'était d'entreprendre un ouvrage avant d'en avoir calculé les frais et d'avoir bien jugé si nos propres forces pourraient le mener à bonne fin. Au milieu de cette besogne, je finis ma 4e année dans l'île. Et j'en célébrai l'anniversaire avec la même dévotion et tout autant de satisfaction que les années précédentes. Car par une étude constante et une sérieuse application de la parole de Dieu, et par le secours de sa grâce, j'acquéris une science bien différente de celle que je possédais autrefois, et j'appréciais tout autrement les choses. Je considérais alors le monde comme une terre lointaine, où je n'avais rien à souhaiter, rien à désirer, d'où je n'avais rien à attendre, en un mot avec laquelle je n'avais rien, et vraisemblablement ne devais plus rien avoir à faire. Je pense que je le regardais comme peut-être le regarderons-nous après cette vie. Je veux dire, ainsi qu'un lieu où j'avais vécu, mais d'où j'étais sortie. Et je pouvais bien dire, comme notre père Abraham au mauvais riche, entre toi et moi, il y a un abîme profond. Là, j'étais éloignée de la perversité du monde. Je n'avais ni concupiscence de la chair, ni concupiscence des yeux, ni faste de la vie. Je ne convoitais rien, car j'avais alors tout ce dont j'étais capable de jouir. J'étais seigneur de tout le manoir, je pouvais, s'il me plaisait, m'appeler roi ou empereur de toute cette contrée rangée sous ma puissance. Je n'avais point de rivaux, je n'avais point de compétiteurs, personne qui disputât avec moi le commandement et la souveraineté. J'aurais pu récolter du blé, de quoi charger des navires, mais n'en ayant que faire, je n'en semais que suivant mon besoin. J'avais à foison les chélonidés ou tortues de mer, mais une de temps en temps, c'était tout ce que je pouvais consommer. J'avais assez de bois, de charpente pour construire une flotte de vaisseaux, et quand elle aurait été construite, j'aurais pu faire d'assez abondantes vendanges pour la charger de passerilles et de vin. Mais ce dont je pouvais faire usage était seul précieux pour moi. J'avais de quoi manger et de quoi subvenir à mes besoins. Que m'importait tout le reste? Si j'avais tué du gibier au-delà de ma consommation, il m'aurait fallu l'abandonner aux chiens ou aux vers.
Si j'avais semé plus de blé qu'il ne convenait pour mon usage, ils se seraient gâtés. Les arbres que j'avais abattus restaient à pourrir sur la terre. Je ne pouvais les employer qu'au chauffage et je n'avais besoin de feu que pour préparer mes aliments. Voilà, c'est ainsi que se termine notre lecture pour le moment. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Passez une très bonne soirée ou une très bonne matinée pour certains. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN. À très bientôt.